Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de Productivio, le podcast qui vous donne des trucs, des astuces, des pistes de réflexion pour vous permettre d'être plus organisé, pour trouver votre essentiel, le réaliser avec efficacité et ainsi créer votre vie avec intention. Je suis Priscille Livenel, l'animatrice de ce podcast. Vous retrouverez les notes de cet épisode sur le blog Productivio, catégorie podcast. Je vous invite à partager cet épisode, à liker sur les réseaux sociaux, à mettre une note, une revue sur iTunes afin de faire connaître ce podcast. Vous pouvez rejoindre la communauté de Productivio sur Facebook ou Twitter. Productivio est aussi sur la plateforme Tipeee et si vous souhaitez m'encourager, n'hésitez pas à le faire. À partir d'1 € par mois, c'est possible et je vous en remercie par avance. J'ai eu envie de vous parler de comment rester efficace quand on souffre physiquement, car c'est un problème qui me touche et pour lequel j'ai fait quelques recherches pour me permettre d'avancer malgré mes petits soucis. En effet, je vis avec des maladies chroniques depuis mon enfance et là j'en ai ajouté quelques-unes au fil des années. Dans mon cas, je les qualifie de bénignes car elles ne mettent pas ma vie en danger. J'ai donc souhaité partager avec vous le résultat de mes recherches et de mon expérience, car il se peut que vous aussi, vous soyez confrontés à des maladies chroniques qui perturbent votre quotidien. Nous parlerons des petits maux de l'hiver qui, eux aussi, peuvent nous affecter, surtout en cette saison, dans un autre article. Mais tout d'abord, un avertissement. Je partage ici mes recherches et mon expérience. Je n'ai pas la prétention d'apporter toutes les réponses ni des techniques qui fonctionnent pour tous et dans tous les cas, surtout quand il s'agit de maladies qui ont des gravités et des effets différents et qui touchent intimement les personnes qui en sont atteintes. Vivre avec une maladie chronique affecte beaucoup de personnes. On définit une maladie chronique comme une affection de longue durée, de 6 mois ou plus. En France, elle touche plus de 20 millions de personnes. Que ce soit des problèmes cardiaques ou vasculaires, des affections respiratoires et ORL, comme la sinusite chronique, la maladie de Ménière, certains cancers, l'arthrose, le diabète, la dépression, la maladie de Crohn, les maladies auto-immunes, la fibromyalgie, la fatigue chronique, la maladie de Lyme, la sclérose en plaques, l'asthme, l'endométriose, des maladies rares ou orphelines comme la mucoviscidose ou les myopathies, certaines migraines, mais aussi des troubles bipolaires, le déficit de l'attention et bien d'autres encore. Il y a des centaines de maladies et mon but n'est pas de faire une liste exhaustive. Il faut s'attendre à ce que ces maladies, qui affectent déjà un tiers de la population, doublent dans les 20 prochaines années et touchent aussi de plus en plus d'enfants. Certaines de ces maladies provoquent des douleurs, des souffrances physiques et mentales, permanentes ou temporaires, sous forme de crise parfois, qui résistent au traitement quand il y en a, et perturbent l'efficacité des personnes qui en sont atteintes. Vivre au quotidien nécessite une adaptation de notre rythme, une prise en compte permanente pour arriver à travailler, à prendre soin de sa famille, de soi, à mener une carrière, à élever ses enfants, etc. Tous nous voulons avoir la meilleure vie possible en dépit de ce qui nous affecte, pouvoir réaliser nos projets et avoir une vie pleine de sens. On peut mettre des stratégies en place pour atteindre ces buts. Quand on est atteint de ces affections, on doit apprendre à faire des choix sans cesse, à porter plus d'attention aux choses, en étant entouré de personnes qui n'ont absolument pas besoin de le faire, qui n'imaginent même pas ce que nous traversons et les implications que cela a au quotidien. Premier point, apprendre à gérer les attentes et les projets. Pour une personne comme moi qui a toujours des tas de projets en tête, j'ai un peu tendance à me lancer dans plein de sujets à la fois et à m'engager parfois au-delà de ce qui est raisonnable en étant dans un état de santé normal. Je dois donc penser à revoir mes attentes à la baisse et à me concentrer sur les projets qui sont le plus importants pour moi et à ne pas disperser mon énergie et mes forces, quand je vais bien, sur des sujets annexes, mais à faire avancer ceux qui sont principaux. C'est frustrant mais nécessaire si je ne veux pas me retrouver plus fatiguée ou bien créer moi-même des conditions qui vont favoriser l'apparition des mauvais symptômes. C'est particulièrement difficile de ne jamais savoir ce que va être demain, si je ne vais pas me réveiller au plein milieu de la nuit avec une migraine débutante, signe de plusieurs jours de douleur, si mon cœur ne va pas s'emballer subitement pendant plusieurs heures et me laisser sur le carreau pendant un moment. D'une minute à l'autre, tout peut changer. On peut commencer une journée en grande forme et être au fond du trou 2 heures plus tard, alors qu'une longue liste de tâches nous attend. En clair, on ne sait jamais ce qui peut nous arriver. Est-ce qu'on va être en forme pour un événement important? Est-ce qu'on pourra honorer une invitation le prochain week-end? Est-ce qu'on aura les idées claires pour une réunion importante? J'ai perdu de vue certaines personnes dans mon entourage
parce qu'elle me prenait pour une personne peu fiable qui ne tenait pas ses engagements, simplement parce qu'il m'était arrivé de devoir annuler une invitation ou un rendez-vous à la dernière minute, alors que nous nous étions vus ou en parlé quelques heures auparavant et que tout allait bien, et subitement, ma situation a changé et m'a empêché de faire ce qui était prévu. Pour éviter de se miner avec des pensées négatives sur notre incapacité à faire tout ce que l'on veut faire, il peut être utile de cacher certains de nos projets, pour ne pas les avoir constamment sous les yeux dans une grande liste d'attente. Les projets ne sont pas perdus, ils sont juste remisés pour plus tard, et le fait de ne pas les voir permet d'éviter de trop y penser et de se remuer tout seul le couteau dans la plaie. Apprendre à gérer sa to-do list différemment. Dans la mesure du possible sur nos to-do list, on peut ne pas mettre de deadline afin de limiter un peu la pression que nous nous infligeons de ne pas faire les choses en temps et en heure. Ce n'est pas toujours possible car il y a des engagements que nous devons respecter, mais en limitant la liste des choses qui doivent impérativement être faites chaque jour, en les laissant sans date, nous pouvons gérer la façon dont nous allons les réaliser en fonction de notre état. C'est un peu comme la gestion des tâches en fonction de notre niveau d'énergie de la journée, sur une échelle un peu plus grande. Si vous utilisez un gestionnaire de tâches comme Trello, Asana ou autre, il est utile de mettre des flags sur les différentes tâches en rapport avec le niveau d'énergie ou l'état dans lequel vous devez être pour les faire. Par exemple, énergie haute, énergie basse, travail intense ou tâches simples. Vous pourrez ainsi faire un filtre rapide de vos tâches et retrouver celles à faire en fonction de votre état. Fuir la procrastination. Ne jamais savoir comment va être la prochaine heure m'a beaucoup aidé à limiter la procrastination. Quand je suis en forme, ce qui est quand même pour le moment la majorité du temps, je m'attelle aux tâches les plus difficiles, celles qui me demandent beaucoup d'énergie mentale, de réflexion, et que je ne peux absolument pas mener à bien quand ma tête est au bord de l'explosion et que les médicaments m'abrutissent. Et je réserve les tâches de moindre importance pour les périodes où cela ne va pas bien. Là encore, c'est très similaire à la gestion des tâches en fonction de son énergie, sauf que là, c'est en fonction de la douleur et des effets secondaires des traitements. Je ne vous cache pas que certains week-ends, bien fatigué d'une grosse semaine, je me fais violence pour ne pas rester sur mon canapé à tricoter, lire ou regarder des séries. Parce que je sais qu'effectivement je suis fatiguée, mais sans douleur, et que je dois m'astreindre à travailler sur mon podcast par exemple ou suivre mes cours, ne serait-ce qu'une heure ou deux pour ne pas risquer de prendre trop de retard si une migraine arrive et me force à passer le prochain week-end au lit. Planifier encore et toujours. C'est aussi pour cela que j'attache une très grande importance à la planification très en amont et que je peste toujours quand des sujets me tombent dessus à la toute dernière minute. Sachant que n'importe quand une migraine peut arriver, je fais tout ce que je peux tant que cela va bien. Si bien que même si j'ai un trou d'1 ou 2 journées, une semaine, je parviens à rendre mes projets à l'heure. Par contre, quand mon chef ou mes clients me tombent dessus avec un truc de dernière minute et que je sens depuis quelques heures une petite douleur lancinante qui commence à prendre de l'ampleur, je les maudis copieusement et intérieurement. La maladie chronique étant imprévisible et hors de contrôle, cela a renforcé mon besoin de contrôle sur ce qui peut l'être. Là encore, je dois me raisonner dans ce que je planifie à faire, y compris le week-end, pour ne pas trop tirer sur la corde et favoriser l'apparition des douleurs à cause d'une trop grande fatigue. Et ce n'est pas simple. Cela me force aussi à découper les tâches en morceaux très petits pour me permettre d'avancer à très petits pas si besoin. Par ailleurs, certaines de ces toutes petites tâches peuvent être faites quand cela ne va pas. Et comme elles sont identifiées, je peux les sélectionner rapidement pour les jours sans. Cela est valable au bureau, mais aussi à la maison. Si vous voulez faire quelques bricoles à la maison, il faut savoir identifier à l'avance quelles tâches vous pouvez accomplir quand vous êtes mal et les réserver en quelque sorte pour ces périodes. Et pour le reste, faire des petits pas. Au lieu de nettoyer toute la salle de bain, vous ne ferez peut-être qu'une partie aujourd'hui et le reste demain. On peut se créer son propre planning d'énergie. En fonction de votre maladie, vous avez peut-être un cycle dans la journée, la semaine, le mois, en fonction aussi des traitements que vous prenez. Identifiez tous les moments, ceux où vous êtes au plus haut de vos possibilités, ceux où vous êtes au le plus bas, et les périodes intermédiaires. Cela va demander un peu de patience avant d'avoir un cycle complet identifié. Ce n'est peut-être pas une science exacte, mais cela pourra vous permettre de savoir quand vous pouvez planifier de grosses tâches ou plus exigeantes, et celles où vous seriez mieux sur votre divan à regarder Netflix. Ce planning peut être aussi au niveau de la journée. Peut-être que vous vous levez le matin en relative forme et que vos douleurs ou votre fatigue augmentent au fur et à mesure que les heures passent. Cela sera très utile
de connaître ces périodes et d'essayer d'en tirer le meilleur sans pour cela vous épuiser pour le reste de la journée. Déterminez ce qui est important pour vous. Cela va demander aussi de vous focaliser uniquement sur ce qui est important pour vous, vos valeurs, vos projets, votre famille. Quand on a une maladie chronique, il est encore plus important d'identifier ce qui compte réellement pour vous et de n'utiliser votre énergie que dans ces choses importantes et d'éviter tout gaspillage sur des tâches sans importance, des événements qui ne représentent rien ou des sollicitations qui ne concourent pas à vos projets. Vous devez être encore plus rigoureux dans votre gestion du non. Vous devez être encore plus strict avec vous-même pour ne pas vous laisser distraire pendant ces quelques heures où vous vous sentez le mieux. Ainsi, avec votre planning des moments les plus efficaces, vous allez pouvoir avancer doucement mais sûrement et avoir la satisfaction de l'accomplissement de choses importantes malgré votre condition. Et il faudra apprendre aussi à reconnaître ce que vous avez réussi à accomplir. Dans ces mauvais jours où on n'accomplit pas tout ce que nous aimerions faire, il est encore plus important que les autres jours de célébrer ce qui a pu être fait. Oui, vous êtes souffrant, mais malgré la douleur, vous êtes parvenu à faire quelque chose. Alors soyez fiers de cette réalisation, si minime vous semble-t-elle. Faire taire sa petite voix intérieure. Quand on est dans un mauvais jour ou des mauvais jours et que l'on a beaucoup à faire, on se sent misérable, inutile et la petite voix intérieure peut faire la part belle à l'autocritique. On peut se considérer comme un fardeau pour notre entourage ou bien de passer des heures à ruminer comment la vie serait sans cette maudite maladie qui nous empêche de faire ce que nous aimerions quand nous aimerions le faire. La méditation est un bon moyen de faire taire ces pensées négatives ou du moins de les identifier, les étiqueter comme des pensées et seulement des pensées et les faire passer. Nous ne sommes pas nos pensées. Elles vont, elles viennent, mais ne représentent pas qui nous sommes. Nous ne sommes pas malades, nous sommes des personnes avec une maladie. Mais cette maladie ne nous définit pas. Elle nous accompagne pour le meilleur et pour le pire, si on peut dire, mais ce n'est pas nous. Apprendre à accepter ce que nous ne pouvons contrôler. Il y a ici une notion d'acceptation de la présence parfois très envahissante de cette maladie. Mais il est important qu'elle ne devienne pas tout dans notre vie et que nous ne passions pas notre temps et notre énergie à nous lamenter, à imaginer comment serait la vie sans elle et à croire qu'à cause d'elle, nous ne pouvons plus faire les choses qui nous plaisent. Il faut accepter sa présence et la considérer comme une chose que nous ne pouvons pas contrôler. Si ce n'est pas en notre contrôle, il n'y a pas lieu de ruminer pour voir comment faire pour qu'elle disparaisse et ne tourner toutes nos pensées autour d'elle. Il faut se donner la permission de ressentir ce que nous ressentons, de passer au travers et de tourner notre attention vers des pensées et des projets pleins de sens. Focalisons plutôt notre énergie sur des choses que nous pouvons faire dans ces moments-là, malgré sa présence, et ainsi tirer le meilleur parti de notre vie. Je lisais récemment un article qui racontait comment une femme atteinte de la maladie de Parkinson avait continué à être engagée dans sa passion, la musique. Quand sa maladie est devenue trop sévère au point qu'elle ne pouvait plus jouer, elle a poursuivi cette passion en écoutant de la musique, en assistant à des concerts et en partageant sa passion avec son entourage. À nous de trouver ainsi le moyen de dériver en quelque sorte nos passions, nos envies, en activités connexes à celles que nous faisons quand cela va bien ou faisions si nous ne pouvons plus à présent. Nous poursuivons notre passion sous une autre forme, ce qui va limiter notre tristesse de ne plus pouvoir faire comme avant. L'acceptation de ces limites temporaires ou permanentes est vraiment essentielle pour nous permettre de continuer à vivre pleinement, à rester présents dans nos activités et à ne pas passer notre temps dans le passé et dans le « c'était mieux avant ». Cela va aussi nous aider à considérer que nous devons nous occuper de nous-mêmes pendant ces moments-là, nous écouter, prendre peut-être plus de repos pour permettre à notre corps de récupérer de ces périodes difficiles. Pendant longtemps, je me contentais de continuer à travailler comme si de rien n'était, même à très faible rendement et au prix d'efforts énormes pour tenter de rester au niveau. Mais je me suis rendu compte, outre le fait que mon efficacité était très limitée, voire même que je devais parfois refaire certaines choses faites sous la douleur, que d'accepter de rentrer chez moi, d'aller me coucher, voire de rester couché 2 ou 3 jours si besoin, me permettait de récupérer plus vite et diminuer la durée de mes migraines. Certes, pendant ces jours au lit, je ne fais rien ou presque, mais quand je me remets au travail, je suis efficace immédiatement, plutôt que de traîner une demi-douleur pendant encore 3 ou 4 jours supplémentaires. Dans mon cas, ce qui m'aide, c'est de penser que cela ne va pas durer et que dans quelques jours, je retrouverai ma forme. La durée étant toujours un peu la même, j'arrive à prévoir avec relativement de précision quand la migraine va cesser et que je pourrai reprendre le cours normal de ma vie.
Ce n'est pas le cas avec toutes les maladies chroniques, mais cette notion de terme me permet d'accepter la situation un peu mieux. Ça fait mal, c'est pénible, mais ça passe toujours. Mon style de vie. Au fil des années, j'ai adapté mon style de vie. J'ai enregistré par exemple tout ce que je mangeais pendant des mois, afin de voir si certains aliments ou certaines boissons pouvaient favoriser mes migraines ou mes problèmes cardiaques. J'ai adapté mon alimentation en fonction des résultats. Je reste active, mais je fais très attention à ce que je fais comme activité pour ne pas faire empirer mes maux. J'ai adapté ma garde-robe et passe mon temps avec des gros cols, des châles et des écharpes pour limiter les risques de coincer les vertèbres ou d'attraper froid au cou et ainsi de déclencher ma prochaine crise. Et je fais aussi moins souvent la fête. Cela semble très drôle pour beaucoup de boire un petit verre de plus le week-end et tant pis si le lendemain vous avez une barre en travers du crâne. Pour moi, c'est inimaginable comme vous pouvez le penser. Je n'ai pas choisi d'avoir des maladies, mais je peux choisir ma réaction face à ces maladies. Et vous aussi, vous pouvez adapter votre vie et vos habitudes pour réaliser ce qui compte le plus pour vous. Si cet article vous a plu ou cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous auprès de personnes à qui cela pourrait être utile. Et vous pouvez aussi faire des commentaires et partager votre expérience sur la page Facebook de ProductiveYou sous le post de cet article. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très vite. Bye bye!